Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. On commence tout de suite par les titres. Suite des travaux de l'Assemblée générale des Nations unies avec la locution ce vendredi du président du Burkina Faso et l'absence de la Guinée à la tribune de l'ONU, alors que des sanctions dites progressives ont été annoncées contre ce pays par les dirigeants de la CEDEAO lors d'une réunion extraordinaire à New York. Dans ce journal, nous suivrons également le président Macky Sall lors d'une interview exclusive accordée à VO Afrique. Le président sénégalais est revenu entre autres sur la récente rentrée parlementaire dans son pays. Des solutions nouvelles doivent être trouvées pour la mission de maintien de la paix au Mali selon le secrétaire général des Nations Unies. Mais à Bamako, la grogne monte et les manifestations se multiplient contre la présence des troupes étrangères. Et Roger Moutou sera de la partie en fin de journal pour Culture Hebdo. Nous parlerons musique mais aussi littérature avec notamment le prix littéraire Voix d'Afrique décerné à la slameuse camerounaise Ernis. L'Assemblée générale des Nations unies se poursuit donc à New York. Ce matin, on a eu droit au discours du président burkinabé, mais on a surtout observé que hier, la Guinée a été aux abonnés absents à la tribune des Nations unies, en cause notamment cette réunion extraordinaire des membres de la CEDEAO. On va tout de suite rejoindre à New York Dili Diko. Dili Diko, bonsoir. Bonsoir John. Voilà, je le disais tantôt, la matinée a été marquée par le discours du président de la transition du Burkina Faso. Un discours percutant, dit-on, de ce côté-là. De quoi a-t-il parlé ? John, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a commencé par évoquer l'importance de l'accès à l'éducation pour tous. Il a aussi parlé de la nécessité de résoudre les défis communs ensemble, puis s'est penché sur la situation au Burkina et il a parlé de la transition politique qu'il conduit déjà depuis 8 mois. Suivons cet extrait. Le 24 janvier 2022, un groupe de jeunes patriotes s'est vu contraint de prendre ses responsabilités dans la gestion publique des affaires de l'État. Face, bien entendu, à la dérive de la gouvernance politique en place, à l'insécurité grandissante dans notre pays, à la désintégration progressive et continue de l'État, en mettant un terme à un régime démocratiquement élu, mais chaotique. Loin de nous toute idée de nous justifier ou d'encourager des pratiques de déstabilisation ou de violation des ordres constitutionnels. En effet, si dans l'absolu, le mouvement du 24 janvier dernier est illégal et peut être répréhensible au regard des principes chers aux Nations unies et à la communauté internationale dans son ensemble, nous pensons que cette interruption de l'ordre constitutionnel, au regard de ce qui prévalait, était nécessaire et indispensable. Le président Damiba a appelé au triomphe du bon sens et il a réitéré sa main tendue aux partenaires du Burkina Faso. Il a également estimé, je cite, qu'aucune mesure de précaution ou de prévention ne pourrait empêcher le terrorisme de s'inviter outre-Atlantique si le Sahel est abandonné à lui-même. Pour finir, il a appelé à un monde plus solidaire afin que l'abondance des uns ne soit pas la cause du dénuement des autres. Dili Diko, hier soir, la Guinée devait prendre la parole à la tribune des Nations Unies, mais ça ne s'est pas fait. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé dans les coulisses ?
Alors, John, Bernard Gomou, Premier ministre de la Guinée, devait prononcer son discours à l'ONU hier soir, comme c'était prévu dans le programme officiel. Mais une réunion extraordinaire de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, sur la situation dans son pays, la Guinée, a requis son attention. Donc, il n'a pas prononcé son discours. Et donc, cette réunion de la CEDEAO portait sur l'absence de transition en Guinée et aussi le bras de fer entre Bamako et Abidjan sur le sort des soldats ivoiriens détenus au Mali. Et avant cette rencontre, plus tôt dans la journée, en marge de l'Assemblée générale, le président de la Guinée, qui avait prononcé son discours dans la matinée à la tribune de l'ONU, avait expliqué d'un ton ferme que la priorité dans la région, en Afrique de l'Ouest, est à la stabilité et que ce qu'il privilégiait pour résoudre les différents dossiers, c'est le dialogue. Je vous propose un extrait. Signor Presidente, permettez-moi, en ma qualité de président de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de rappeler que notre sous-région fait face à des défis sécuritaires majeurs et que nous avons besoin de la paix pour garantir le développement et le bien-être de nos populations qui sont notre première richesse. John, suite à la réunion extraordinaire de la CEDEAO hier soir, le communiqué final des dirigeants de la CEDEAO réunis à New York stipule qu'ils ont condamné fermement la détention des 46 soldats ivoiriens au Mali et, je cite, dénoncé le chantage exercé par les autorités maliennes. Ils ont aussi décidé d'infliger de nouvelles sanctions aux membres de la junte guinéenne face à leur inflexibilité, l'inflexibilité des militaires, de convenir d'une date pour le retour des civils au pouvoir. Et ce n'est pas tout, puisque aujourd'hui, ce soir, l'Assemblée générale se poursuit avec les représentants du Togo, de la Guinée équatoriale et du Tchad qui vont prendre la parole en fin de soirée. Et la semaine de haut niveau va continuer demain samedi avec les discours du Mali, de la Russie et de l'Égypte. Et donc l'Assemblée générale marquera une pause dimanche et ils seront de retour pour les débats lundi avec les discours du Congo, de la Mauritanie, de l'Algérie et du Bénin. Voilà, John. Merci beaucoup, Dili Diko. En tout cas, on va rester à New York pour parler de circulation et de sécurité. On le sait, conduire à New York est un cauchemar. La situation est pire au mois de septembre de chaque année lorsque se tient pendant 2 semaines l'Assemblée générale des Nations unies, dont le siège se trouve à Manhattan, où la sécurité est renforcée durant le séjour des 193 chefs d'État et de gouvernement participant à la réunion annuelle. C'est un reportage de Caroline Presutti, un récit de Jacques Aristide. Automobilistes, piétons, tout le monde a subi le calvaire à Manhattan, où vivent plus d'1,5 million d'habitants. La ville étouffe dans les bouchons alors qu'a lieu l'Assemblée générale de l'ONU. La circulation est toutefois rendue fluide pour les quelques 200 véhicules transportant les dirigeants du monde venus prendre part à la grand-messe onusienne. Il y a les services secrets, le NYPD et les renseignements qui vérifient les convois officiels dans la zone. C'est le bureau de la sécurité diplomatique du département d'État américain qui s'est installé ici dans un hôtel de Manhattan qui doit d'abord donner le feu vert à ces convois. Il aura fallu 8 mois de planification. 1 millier de personnes prennent en charge une centaine de voitures blindées avec le concours d'une équipe d'intervention spéciale. Donc, ce que nos agents font sur le terrain pour ceux que nous protégeons est de maintenir cette sécurité autour d'eux. Et c'est vraiment intéressant parce que cette sécurité est sans relâche durant tout le trajet. Nous devons nous assurer de maintenir ce cordon de sécurité. Les services secrets américains s'occupent des dirigeants comme les chefs d'État et de gouvernement,
Plus le convoi est long, plus le niveau de sécurité pour le dirigeant est élevé. C'est le cas notamment pour le président turc Recep Tayyip Erdogan. La mission turque, récemment rénovée et qui occupe 40 étages, se trouve en face de l'ONU, ce que certains officiers décrivent comme un cauchemar en termes de sécurité. Kishore Mirchandani vit en face des Nations Unies depuis 15 ans. Par exemple, je dois aller jouer au golf demain. Alors j'ai laissé mes clubs de golf chez un ami sur la 65e rue. Toshi Dushka récupère son enfant à l'école maternelle qui se trouve à l'intérieur de la zone de sécurité. Si je marche, ce n'est pas un problème. Le seul problème, c'est si j'ai besoin de conduire. Les forces de l'ordre de New York ont donc du pain sur la planche avant et durant la tenue de cette réunion annuelle de l'ONU, mais pas de répit non plus après l'événement. Nous commençons déjà à planifier notre prochain événement. Et qui dit événement, dit embouteillage. Voilà donc New York, et parmi les présidents ou les leaders africains présents à New York se trouve le président sénégalais Macky Sall qui confirme qu'il se rendra la semaine prochaine à Bamako en compagnie d'autres chefs d'État pour une nouvelle médiation concernant la détention de 46 soldats ivoiriens au Mali. C'est une des décisions prises hier lors d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO en marge de la 77e Assemblée générale de l'ONU. Dans une interview à la VOA, le président Macky Sall s'est exprimé sur la récente rentrée parlementaire dans son pays. Il a surtout insisté sur la nécessité que le monde a aujourd'hui d'écouter l'Afrique, allusion faite à l'attribution d'un siège de membre permanent du Conseil de sécurité. On écoute un extrait de cette interview accordée à Abdourahmane Dia, Betty Ayoub et Karine Choudhury. Vous savez, le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui n'est pas un monde juste. Et nous le voyons par les organisations qui nous réunissent. La première, c'est les Nations Unies, qui ont été formées au lendemain de la Seconde Guerre, avec des règles et une organisation qui était plutôt faite pour donner la part belle aux pays qui avaient gagné la guerre. Et je dois rappeler qu'à cette date, en 1945-46, au moment de la création de l'ONU, l'essentiel des pays africains étaient des colonies. Donc ils n'étaient pas là comme membres. L'essentiel des pays latinos aussi. Alors, cette organisation, avec ses règles, notamment la façon dont le Conseil de sécurité a été conçu, avec les mandats qu'il a, avec 5 membres permanents qui ont un droit de veto qui peut bloquer l'organisation si elles ne veulent pas adhérer à une décision, ça doit évoluer. Aujourd'hui, vous avez tout un continent qui fait plus de 54 pays, qui fait 1,4 milliard d'habitants. Il n'y en a pas un seul qui a un siège de membre permanent. Ce n'est pas juste. Alors que l'essentiel des sujets du Conseil, c'est l'Afrique. Les conflits, la lutte contre le terrorisme, etc. Sur les institutions de Bretton Woods également, qui ont été créées au lendemain de la guerre, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, les droits sont allés aux pays qui ont été les grands pays qui ont gagné la guerre. Et on l'a vu dans l'émission des droits de tirage spéciaux. Toute l'Afrique n'a eu que 33 milliards sur les 650 qui ont été tirés. Ça vous donne les proportions. Alors c'est ce que nous disons, il faut un monde plus juste, plus inclusif. Nous ne pouvons plus rester dans cette situation où vous avez très peu de pays qui veulent gouverner le monde. Ça ne peut pas continuer et c'est ça que nous dénonçons, mais en toute responsabilité, en disant simplement que les pays acceptent. Et d'ailleurs, le président Biden, de ce point de vue, a bien répondu aux attentes, disant qu'il faut qu'on change, qu'on ait le courage de changer les choses telles qu'elles sont, y compris le Conseil de sécurité. Il a plaidé pour l'élargissement. C'est ce que nous disons, tout simplement. Il faudra aller au-delà. Le G20 est une instance importante pour les 20 pays les plus industrialisés. Nous avons aussi plaidé pour que l'Union africaine soit membre à part entière et non pas soit tout le temps invité quand ça plaît ou quand ça ne plaît pas, on n'est pas là. C'est là où se décident, se conçoivent les grandes politiques de la gouvernance mondiale. Il est logique que nous soyons là comme membres. Alors ça, c'est mon plaidoyer, le plaidoyer de l'Afrique. Mais je salue les pays et partenaires qui ont bien voulu nous accompagner
Et je pense qu'au prochain sommet en Indonésie, à Bali, l'Union africaine pourrait être acceptée comme membre à part entière du G20. Donc c'est un pas, un progrès qu'on construit au jour le jour. L'intégralité de cette interview sur notre site voafrique.com. Le Mali a célébré hier, jeudi, le 62e anniversaire de son indépendance. En marge des festivités, le mouvement Yéré Holo, debout sur les remparts, une association réputée proche de la junte, a organisé un rassemblement sur la place de l'indépendance de Bamako pour exiger le départ de la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA. Pendant ce temps, à New York, où se tient donc l'Assemblée générale de l'ONU, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a appelé à trouver des solutions nouvelles à la MINUSMA. Yacouba Ouedraogo. La marche meeting en lieu et place de la fête lors de ce 62e anniversaire de l'indépendance du Mali. Même si le bruit des vuvuzelas est assourdissant, le message des manifestants reste audible. Invités par le mouvement Yéré Holo debout sur les remparts à exprimer leur mécontentement contre les soldats de la paix, ils réclament le départ de leur pays de la mission de maintien de la paix au Mali, MINUSMA. On s'en fiche de MINUSMA. On veut de notre patrie, on veut de notre force armée avec son excellence colonel Assimi Goïta. Ils n'ont qu'à retourner chez eux, qu'ils restent chez eux. On n'a pas besoin de leur aide. Assimi Goïta nous suffit. Loin de Bamako, dans les locaux de l'ONU à New York, se tenait justement une réunion sur le Sahel en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dit proposer d'ici janvier 2023 ce qu'il qualifie de solution nouvelle pour la MINUSMA, compte tenu des changements survenus dans le pays et des défis sécuritaires qui persistent. Je formulerai des propositions en ce sens dans les mois à venir. Excellences, chers amis, les Nations Unies sont prêtes à agir à vos côtés avec urgence et solidarité pour parvenir à un Sahel pacifique, stable et prospère. En juin dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé d'1 an le mandat de la MINUSMA jusqu'au 30 juin 2023. La décision onusienne prévoit un maintien des effectifs actuels, soit plus de 13 000 militaires et près de 2 000 policiers. Actualité également sur le continent en Afrique, en RCA, saisi par l'opposition, la Cour constitutionnelle a annulé des décrets du président Faustin Archange Touadéra, créant un comité chargé de rédiger une nouvelle constitution. La plus haute juridiction du pays explique qu'une révision de la loi fondamentale ne peut se faire qu'après la mise en place du Sénat qui n'a pas eu lieu. La Cour rappelle que l'initiative d'un référendum appartient au président, mais précise que cette révision ne peut se faire en violation du serment prêté par M. Touadéra à son investiture. Il avait notamment juré d'observer la Constitution et de ne pas réviser le nombre et la durée de son mandat. Pour Maître Crépin Boli Goumba, à l'initiative de la saisine de la Cour, il s'agit d'une victoire éclatante. La Cour constitutionnelle a dit le droit et nous acceptons cette décision. Nous aurions dû la consulter en amont du projet de ce décret, a déploré Fidel Gouandjika, ministre conseiller spécial du chef de l'État. Et puis, une rencontre surprise qui pourrait agacer Moscou. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, s'est entretenu vendredi avec son homologue ukrainien, Dimitro Kuleba, l'assurant que Pékin appelait à respecter l'intégrité territoriale de tous les pays. Les deux hommes se sont rencontrés à marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Il s'agit de leur première rencontre publique en face à face depuis le début de l'intervention militaire russe en Ukraine fin février. Cet entretien intervient également au moment où des référendums d'annexion par la Russie ont débuté vendredi dans des régions d'Ukraine contrôlées entièrement ou en partie par Moscou. Ces scrutins, qualifiés de simulacres par Kiev, les Occidentaux marquent pour beaucoup d'observateurs une nette escalade du conflit. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. L'information vous revient dans un instant.
year, world leaders gather in New York for the annual United Nations General Assembly. Count on VOA to be there, delivering news you can trust on radio, TV and the web. Des discours présidentiels aux entretiens en tête-à-tête avec des responsables gouvernementaux de haut niveau, nous vous tiendrons informés des développements importants touchant le continent. Líderes africanos vão abordar tópicos como alterações climáticas, o estado da economia, saúde, iniciativas juvenis e muito mais. Usikose kufuatilia habari na vipindi maalum katika lugha 16 tofauti kuhusu kongamano la viongozi moja kwa moja kutoka makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York na Washington DC. Tutakuarifu kila tukio. A free press is essential. VOA Africa. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington, D.C. Le décès de la reine Elisabeth II de Grande-Bretagne n'est plus dans l'actualité, mais c'est le contraire pour le débat qu'il a relancé dans de nombreux pays du Commonwealth, pour la plupart d'anciennes colonies britanniques, sur leur futur lien avec la monarchie. Suivant ce reportage de Henry Richwell, correspondant de la VOA à Londres, c'est un récit de Gaby Dorsil. La Grande-Bretagne n'est pas le seul pays à avoir un nouveau roi. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et la Jamaïque sont parmi les 14 autres nations où le roi Charles III est le nouveau chef d'État. 56 pays sont membres du Commonwealth, une association d'anciennes colonies britanniques pour la plupart, avec Charles à sa tête. De nombreux pays ont vraiment réfléchi à leur propre rôle et à leur propre place dans le Commonwealth. Et je pense que maintenant que la reine Elisabeth est décédée, il y aura certainement plus de mouvements pour se dissocier du Commonwealth. Le Premier ministre australien veut un référendum sur le retrait du monarque britannique en tant que chef d'État lors du prochain Parlement. Les États caribéens d'Antigua et Barbuda et de Sainte-Lucie ont exprimé des projets similaires. Les Bahamas ont déclaré la semaine dernière que tel référendum était possible. Un sondage réalisé au mois d'août, avant le décès de la reine Elisabeth, a montré que 56% des Jamaïcains étaient favorables à la suppression du monarque britannique à la tête de l'État. L'année dernière, la Barbade est devenue une république, rompant ainsi ses liens avec la monarchie britannique. Je fais valoir que le cheminement de la Barbade vers une république n'était pas un rejet de la reine ou de la monarchie, mais plutôt l'affirmation d'un droit à l'autodétermination. Cette année, le Togo et le Gabon, deux anciennes colonies françaises d'Afrique, ont rejoint le Commonwealth. Cela montre qu'il n'est pas en déclin, affirme Guy Hewitt. Charles, le nouveau chef du Commonwealth, a travaillé en étroite collaboration avec sa mère en tant que prince des Galles, a beaucoup voyagé dans le Commonwealth et à titre personnel en défendant des causes comme le développement durable et la protection de l'environnement. L'héritage de la domination coloniale fait partie intégrante du débat. La Grande-Bretagne et d'autres nations européennes ont réduit des millions d'Africains en esclavage jusqu'au XIXe siècle, les forçant à travailler dans les plantations de la Caraïbe et des Amériques. Ce Commonwealth des nations, cette richesse appartient à l'Angleterre. Cette richesse, nous ne l'avons jamais partagée. Donc, pour nous en Jamaïque, la monarchie est un dur rappel de notre passé malheureux. La monarchie a exprimé sa tristesse pour les abus coloniaux, mais la Grande-Bretagne n'a pas présenté d'excuses officielles. Des excuses sont nécessaires, nous devons voir des remords et nous devons voir un moment où les réparations deviennent importantes dans la manière dont nous allons de l'avant en tant qu'ancienne colonie. Ces excuses devraient venir du gouvernement britannique, soutient Guy Hewitt. Oui, il est nécessaire que ces puissances coloniales assument la responsabilité de ce qu'elles ont fait. Mais dans le cas du chef du Commonwealth ou du roi du Royaume-Uni et de ces autres royaumes, ce n'est pas leur responsabilité constitutionnelle.
De nombreux analystes s'accordent à dire que le respect pour la reine Elisabeth II a soudé le Commonwealth. Avec un nouveau roi à sa tête, l'avenir de l'organisation est moins certain. C'est vendredi et comme vous le savez, c'est l'heure de Culture Hebdo. Et qui mieux que Roger Moutou pour nous parler culture dans le monde aujourd'hui. Bonsoir Roger. On parle de littérature, ou plutôt le prix littéraire Voix d'Afrique décerné à une slameuse camerounaise. Ah oui, j'adore les slameurs. Exactement, elle s'appelle Ernie et elle a reçu un mercredi le prix littéraire Voix d'Afrique pour son roman Comme une reine. Ce prix organisé par RFI, Radio France Internationale et la Cité internationale des arts basée à Paris offre à un auteur africain de moins de 30 ans la possibilité d'être publié par la maison d'édition française J.C. Laté. Ernie, de son vrai nom Clémence Lantsi, raconte le retour d'une jeune femme de Douala au Cameroun dans le village de son enfance. Rien ne l'avait préparé à ce retour au réveil des visions, aux paroles des aînés, a indiqué le jury dans un communiqué. Oui, exactement. Et c'est la 3e édition de ce prix qui a attiré cette année 323 jeunes participants. Il avait couronné en 2020 l'Ivoirien Yaya Diomandé et en 2021 le Congolais Fana Atiki Djana. Et Roger, un autre invité pour vous cette semaine. Vous avez reçu le multi-instrumentiste, auteur, compositeur, interprète et arrangeur ghanéen Okaïdja Afoso. Exactement, bien dit. Okaïdja Afoso, un Ghanéen mais talentueux en tout cas. Il nous parle de sa nouvelle composition musicale des rives du Golfe Atlantique au Ghana, puisant dans les connaissances écologiques des pêcheurs de son village Gandagme. L'album s'intitule Djakou Momor, ce qui signifie esprit ancestral dans la langue Gandagme du sud-est du Ghana. Une collection musicale qui relate la puissance des rituels basés sur la nature et les liens que ses ancêtres avaient en particulier avec l'océan. Suivant. Quand vous écoutez la chanson Akbala, elle parle du mystère de l'océan. Et croyez-moi, j'ai vraiment quelques connaissances là-dessus. Quand j'étais petit dans mon village, j'avais l'habitude de jouer dans l'océan. Cette chanson parle aussi du réchauffement climatique et des problèmes sociaux qui l'accompagnent. Par exemple, chez moi, les pêcheurs ne reçoivent aucune aide du gouvernement. Pourtant, les agriculteurs, eux, reçoivent tout ce dont ils ont besoin auprès du gouvernement. Moi, je pense que les agriculteurs et les pêcheurs font un même travail. Correct. Dans ma chanson, j'essaie d'éduquer nos populations en leur demandant d'apprécier aussi les connaissances des pêcheurs. Chez moi, au Ghana, on apprécie plus les agriculteurs parce qu'on se dit qu'ils ont une formation universitaire. Dans cette chanson, je dis de ne pas confondre l'éducation académique et l'éducation culturelle ou les connaissances écologiques qu'ont les pêcheurs. Cultural education, ecological knowledge, all of that. Un prélude à une collection de musique inspirée de la sagesse africaine ancienne. L'intégralité, en tout cas, de cet entretien dans RM Show sur notre site voafrique.com. Voilà, Jeanne, c'est tout ce que nous avons prévu pour nos téléspectateurs ce soir. Merci Roger et merci également donc à nos téléspectateurs. Bonsoir à toutes et à tous. Excellent week-end. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter les